je suis effectivement, comme l'a dit Patrick, géographe aussi à l'UCA. Je m'intéresse particulièrement aux mobilités dans mes enseignements et dans mes recherches. Donc, je vais essayer de vous présenter effectivement un petit PowerPoint qui va traiter de ces éléments de mobilité durable et en essayant de voir si on est vraiment durable, dans quel modèle sociétal on s'inscrit et puis comment est-ce qu'on pourrait changer, parce qu'en fait, on n'est pas vraiment durable, je vous le dis tout de suite. Et donc en fait, j'ai intitulé « Vers une mobilité durable, quels enjeux, quelles actions ?» Alors, tout d'abord, je voudrais aborder le fait qu'on est dans une sorte de spirale infernale d'une société qui est hyper mobile. Et donc, il y a des indicateurs qui le montrent, on va essayer de les passer en revue simplement, il y a de nombreux indicateurs, donc j'ai essayé de faire un petit florilège assez simple pour que ça soit parlant. Le premier, c'est que nos villes, elles sont héritées de la charte d'Athènes, d'un groupe d'architectes qui a réfléchi dans les années 30 et qui a pensé que, en fait, on pouvait séparer la ville en zone de logement, zone de loisirs, zone de travail, zone de services, zone commerciale. Et vous le voyez bien à Clermont, hein, il y a des lieux où on habite, des lieux où on va faire ses achats. Vous pouvez voir tout ce qui est vers Auchan, le kilomètre lancé, etc. Et donc, ça veut dire que dans une journée, à chaque fois qu'on change d'activité, on va créer de la mobilité. Et plus l'agglomération va être grande, plus on va créer de la mobilité. Donc il y a à la base cet urbanisme qui va induire largement ces mobilités. Alors, deuxième élément à prendre en compte, c'est qu'on a dans tous les pays, quels que soient les sous-continents, quels que soient les pays que l'on regarde, on a ce qu'on appelle un couplage croissance-mobilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le PIB d'un pays augmente, la mobilité augmente. Alors, ce n'est pas un modèle, ce n'est pas une loi, c'est un constat. Je précise bien ça, on ne peut pas pour l'instant le modéliser, on peut juste le constater. C'est un constat qu'on fait depuis l'après-guerre. Globalement, le PIB a augmenté dans beaucoup de pays et la mobilité a augmenté en parallèle. Donc, c'est quelque chose qui est important, ce couplage croissance-mobilité, parce qu'à un moment donné, on se dit, on ne peut pas prolonger la courbe éternellement. Il y a un moment, ce n'est pas possible. Donc, deuxième constat. Troisième constat, c'est qu'à toutes les échelles que l'on regarde, que l'on observe, les trafics augmentent, résultant de ce que je viens de dire sur le couplage mobilité-PIB. Et donc là, je vous ai pris un exemple de l'aérien. Alors, je vous précise, c'est une petite parenthèse, c'est avant épisode Covid, mes observations. On va considérer que l'épisode Covid est un accident dans la courbe et qu'on va revenir probablement à des choses qui vont être un peu plus lissées. Donc des trafics qui sont en augmentation et souvent exponentiels, quelles que soient les échelles auxquelles on se place. Donc ça, c'est extrêmement préoccupant parce qu'on va générer énormément de déplacements, qu'on soit à une échelle locale ou à une échelle globale. Alors tout ça, ça engraine une sorte de spirale infernale. Une sorte de spirale infernale. Donc, on a un étalement urbain, une spécialisation des quartiers, une augmentation des mobilités, et notamment en véhicules individuels, puisqu'on a essentiellement une mobilité en véhicules individuels, de la congestion. On y réagit en créant des infrastructures routières. Donc, on va favoriser l'étalement et la spécialisation des quartiers, et on boucle la boucle. En parallèle, on dégrade l'environnement, on consomme de l'espace, et puis, autre effet induit, on fait baisser l'efficacité des transports collectifs parce que le territoire à desservir est de plus en plus grand, on fait donc baisser leurs recettes kilométriques et on a une difficulté à financer de nouveaux transports collectifs. Et vous voyez qu'il y a des flèches en tous sens et qu'on boucle à chaque fois ce processus. Et vous le voyez aujourd'hui autour de Clermont-Ferrand, on élargit l'autoroute A75, on pense à des projets de pont de Cournon, etc., etc. Et puis par ailleurs, le transport collectif est un peu en panne. Donc on a ce processus qui est assez pernicieux. Et puis, lorsqu'on regarde aussi à une échelle globale, on peut s'intéresser au fret et on s'aperçoit qu'on a trois éléments.
celui des flux tendus, il faut immédiatement avoir tout à disposition. Il faut que les entreprises gèrent un stock qui est proche de zéro et on va aller chercher aussi un différentiel de coût de main-d'œuvre entre les différents pays pour produire là où c'est le moins cher. Et donc, on va transporter en tous sens les matières premières, les produits finis. Et donc, je vous ai mis quelques exemples de salaires minimaux en Europe. Vous voyez qu'il y a un différentiel entre la Belgique et l'Ukraine, une Europe élargie, et puis les conditions salariales des transporteurs routiers. Donc, en fait, quand on corrèle le flux tendu, le stock zéro et le différentiel de coût de main-d'œuvre, on va obtenir des déplacements des marchandises en tous sens. Et il faut penser que, par exemple, 30% des camions qui circulent en Europe circulent à vide, hein, parce qu'on a besoin de fret dans un sens, mais pas forcément dans un autre. Je vous prends l'exemple de l'itinéraire d'un yaourt allemand, hein, qui, si on prend le lait, les pots en plastique, les étiquettes, la fraise qu'on met dans le yaourt, etc., ça correspond pour un yaourt 9000 km de déplacement. Hein, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui est considérable, qui est extrêmement problématique. Alors, après, on a des conséquences, c'est que pour organiser tout ça, on va avoir besoin de beaucoup d'espace pour se déplacer, beaucoup d'espace pour habiter, beaucoup d'espace pour entreposer et commercialiser, et on a des formes de villes, comme celle que je vous ai mis en photo, où vous avez un mitage de l'espace avec des voies de communication, des échangeurs, des entrepôts, de l'habitat, etc., etc. Et des méga centres commerciaux qui consomment énormément de place. Alors, tout ça dans un contexte de carburant peu cher. Si on fait un petit calcul facile, en 1973, une heure de SMIC, alors c'est l'indicateur, on compare en fait une heure de SMIC, combien ça permet de se payer de litres de carburant. Et donc en 1973, avec une heure de SMIC, vous pouviez vous payer 10 litres de carburant. En 2018, on peut en payer 5. Et par contre, on peut faire des parcours réalisables parce que les véhicules consomment beaucoup moins. On peut faire des parcours réalisables qui sont beaucoup plus forts. Donc en fait, le carburant est moins cher que dans les années 70, il permet de se déplacer plus. Alors, le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, comme tout ce qui n'est pas cher, on a tendance à le gaspiller, on a tendance à ne plus faire attention à ce que l'on dépense. Et pourtant, le pétrole est une ressource limitée. On considère qu'on en est à peu près à la moitié de ce qu'on a été capable d'exploiter. Et la moitié qui reste va être plus chère à exploiter, va être plus complexe. C'est du pétrole, par exemple, offshore. Et donc on considère qu'on est arrivé à plus ou moins 5 ans aujourd'hui à la moitié de ce pétrole. Ça veut dire que la ressource va tendre à s'épuiser, la demande mondiale continuant à augmenter, notamment sous l'effet de pays émergents, on va avoir une augmentation globale du prix, mais en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que lorsque le prix augmente, la demande diminue, et donc vous vous retrouvez avec du stock, et donc ça fait baisser les prix, ce qui fait augmenter la demande, et donc en fait c'est une grosse fluctuation dans une augmentation globale. Tout ça, on appelle ça le peak oil, et donc ça veut dire que, et je rebondis sur ce que disait ma collègue Hélène Ménet, que les ménages aujourd'hui qui s'en vont loin en périurbain avec des déplacements carbonés en véhicule individuel pour aller chercher du foncier pas cher, pour aller établir leur maison, ils vont calculer un endettement à prix du pétrole constant. Et si ce prix du pétrole augmente, il peut y avoir un basculement de ces ménages dans le surendettement. Et donc, ça veut dire une grande déstabilisation des zones périurbaines, parce que le jour où un ménage est surendetté par flambée des prix du pétrole, les autres le sont aussi. Et quand les autres le sont aussi, eh bien, ça se traduit par des déséquilibres et de l'habitat à vendre, des déplacements de population qui peuvent être complexes et extrêmement néfastes à l'équilibre des territoires. Donc en fait, on a une grande épée de Damoclès au-dessus de la tête par rapport à ça. On continue, mais ça aura une fin.
Alors, je vous ai mis en exemple, ce qui n'a pas tout à fait à voir, la crise des subprimes aux États-Unis à Détroit, et vous voyez des banlieues qui étaient riantes, et puis qui, après une période de crise rapide, se retrouvent complètement abandonnées et rasées. Donc, ce sont des déséquilibres qui peuvent arriver rapidement et qui peuvent poser de gros problèmes, et notamment en milieu périurbain. Alors, aujourd'hui, on continue sur la lancée et on prend des décisions et on a des comportements qui sont aux antipodes du développement durable. Alors, je vous montre par exemple une courbe qui est celle des investissements en infrastructure. Vous voyez que l'investissement ferroviaire a dégringolé depuis les années 2010. Vous voyez qu'on investit dans les réseaux urbains, mais surtout on a désinvesti dans le ferroviaire, alors qu'on le verra plus tard, c'est un élément important de la transition. Et par contre, les investissements routiers sont stables et en légère augmentation. Les résultats montrent aussi que les pratiques se dégradent. L'usage du réseau ferré diminue après avoir augmenté depuis les années 2000. L'usage du transport aérien, qui était stable dans les années 2000, s'est mis à augmenter très fortement depuis 2010. L'usage du transport routier en gris des véhicules particuliers tend à augmenter aussi. Donc, c'est quelque chose qui est important. Et vous voyez que les parts modales, aujourd'hui, c'est 80% de véhicules particuliers, des déplacements en véhicules particuliers, et un chiffre qui augmente chaque année un petit peu plus, au détriment des autres modes. Donc, on n'est pas dans une transition, loin de là. Alors, je précise que ces statistiques que je suis en train de vous montrer sont les statistiques d'État, ce sont les comptes transport de la nation, donc il n'y a pas plus officiel comme données. Donc, on a aussi des comportements individuels qui ne sont pas forcément très vertueux. Aujourd'hui, la part du transport dans le budget des ménages, c'est à peu près 13%, mais c'est une part qui augmente fortement. Et vous voyez que depuis 2014, la part consacrée à l'achat des véhicules a considérablement augmenté, et la part des dépenses individuelles pour l'utilisation des véhicules dans les ménages a considérablement augmenté aussi. Alors pourquoi cette dépense des achats de véhicules? Parce qu'en fait, les gens sont en train d'acheter des véhicules de plus en plus gros et de plus en plus importants. Et si on regarde par exemple la vente des SUV, des 4x4, etc., on voit qu'on a une courbe qui est extrêmement ascendante. Donc les gens roulent avec des véhicules de plus en plus gros, ce qui pose un problème de consommation de matériaux. Ces véhicules lourds coûtent cher à produire en termes de composants, en termes de volume de composants. Ils occupent beaucoup plus d'espace et ils consomment plus. Même si on a fait des progrès de motorisation, déplacer une voiture de 2 tonnes, ça coûte plus cher, ça dépense plus d'énergie que déplacer une voiture de 800 kg. Donc on a des choses qui sont un petit peu contradictoires et qui ne sont pas très vertueuses. Alors, le résultat de tout ça, c'est que la circulation routière augmente fortement, la consommation de carburant réaugmente, alors qu'elle a baissé jusqu'en 2013, là elle réaugmente, et évidemment, les émissions de gaz à effet de serre routiers qui baissaient depuis globalement les années 2000 se met à réaugmenter légèrement. Donc, c'est quelque chose qui est quand même, qui interroge énormément, et qui pose beaucoup de questions, on pourra y venir. Alors, ça veut dire qu'on a de la pollution qui résulte de ça, et pas forcément toujours où on pense. Je vous ai mis une synthèse annuelle de pollution sur Auvergne-Rhône-Alpes, et vous voyez une partie d'Auvergne-Rhône-Alpes, et vous voyez que par exemple, les vallées alpines sont très impactées par la circulation des voitures et des camions, beaucoup plus que certains milieux urbains. Alors maintenant, il faut s'interroger sur ce qu'on peut faire, parce que ce constat, il est un peu triste, mais il ne faut pas être fataliste. Il y a beaucoup de leviers d'action et beaucoup de directions possibles.
Alors là aussi, je ne peux pas prétendre en quelques minutes tout balayer, mais uniquement donner quelques axes, quelques pistes de réflexion. Alors d'abord, je crois que l'élément essentiel, c'est agir sur l'urbanisme en économisant l'espace. Aujourd'hui, il est plus facile de consommer des terres vierges pour construire, pour faire des routes, pour faire des voies de communication, parce que c'est ce qui coûte le moins cher, c'est ce qui est le plus facile, et donc on continue à urbaniser, on continue à consommer ces terres, donc c'est au détriment de l'agriculture, c'est au détriment des espaces naturels, et donc il faut revoir cette politique d'urbanisme parce qu'on a énormément de peine à desservir ces espaces nouvellement urbanisés autrement que par la voiture. Je vous donne un exemple. Si on est en ville, voilà ce que donne l'équivalent de déplacement entre des voitures, le même nombre de personnes en voiture, le même nombre de personnes en bus et le même nombre de personnes dans un tram. Vous voyez, au niveau de l'encombrement et de la consommation d'espace. Alors, il faut donc, si on dit qu'il faut arrêter de consommer de la terre vierge, ça veut dire qu'il faut repartir, repenser les formes urbaines et comme le disait la loi SRU, la loi Solidarité et Rénovation urbaine, reconstruire la ville sur la ville. Et donc, aujourd'hui, ça veut dire refaçonner des formes urbaines. Alors, refaçonner pour en limiter l'usage de l'automobile. Alors, les Canadiens ont travaillé sur un concept qui s'appelle le Transit Oriented Development, le TOD, où ils essaient de refaçonner quartier par quartier en partant du principe qu'il existe un rayon de marche à partir duquel il faut travailler, un rayon de marche à pied. Donc là, on revient à la notion de santé-mobilité. Et à partir de ce rayon de marche, ils essaient de réorganiser les quartiers en fonction d'éléments d'espaces verts, d'éléments d'habitat, d'éléments de commerce, des éléments de transport type arrêt de tramway ou gare. Et donc, c'est quelque chose qui est intéressant du point de vue de ces modèles urbains, cette reprise, ce refaçonnage des quartiers. Alors, voilà ce que ça peut donner, hein, un quartier avant, ce qu'il appelle BAD, TOD, et puis un quartier après refaçonnage, bon TOD, donc avec des courtes distances, des espaces publics de qualité, des cœurs de ville réanimés et une population diversité, une mixité sociale et générationnelle. Donc c'est un modèle canadien, il y en a d'autres, mais cette idée de rayon de marche et de transport collectif, c'est une piste intéressante. Alors aussi, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, et Hélène Ménet a bien montré les aspects financiers vécus par les étudiants. Et donc, je pense qu'il faut faire prendre conscience à l'individu de ce qui se passe dans son porte-monnaie. Aujourd'hui, une voiture, ça coûte cher et les gens ont tendance à sous-estimer l'usage de la voiture. On considère que le budget annuel moyen d'une voiture, c'est 4 300, 4 500 euros qui se répartit avec des carburants, des lubrifiants, etc., etc. Et donc, on peut, en fonction des dépenses des Français pour l'automobile, la somme des kilomètres parcourus par les Français, le parcours moyen d'un véhicule, on peut à peu près établir le coût d'un véhicule à 0,33 euros, c'est-à-dire 33 centimes d'euros par kilomètre. 33 centimes, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retenir, c'est un chiffre facile. À chaque fois que je fais un kilomètre, je dépense 33 centimes, grosso modo. Et donc, ça permet de voir ce que ça fait à son porte-monnaie. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi s'intéresser aux coûts externes, c'est-à-dire ce qu'on fait à la planète. Et ce qu'on fait à la planète, c'est-à-dire les accidents qu'on génère, la pollution atmosphérique qu'on génère, la contribution au changement climatique, le bruit, les effets urbains, les processus amont-aval, c'est-à-dire ce qu'il faut comme énergie et comme matériaux pour construire un véhicule et ce qu'il faut pour le détruire en fin de vie. Et on obtient en fait une monétarisation des coûts qui a été calculée par différentes universités à l'échelle européenne, où on obtient des euros pour 1000 passagers kilomètres, et on voit que la voiture a un coût sociétal, un coût environnemental qui est considérable par rapport au car ou par rapport au train et même par rapport à l'aérien. Donc ça veut dire qu'on est capable de calculer ce que ça coûte
au porte-monnaie de l'usager, mais on est aussi capable de calculer ce qu'il génère comme coût pour la planète. Et si on fait ça, on peut faire un petit exercice simple. On peut se dire que Monsieur X, qui habite le Sandre, donc qui fait Clermont-le-Sandre, tous les jours, il dépense à peu près 1 615 € par an avec sa voiture. S'il prend le train, il en dépense 165. Ça, c'est son porte-monnaie. Et si on ajoute les coûts sociétaux, planétaires, 474 € par an pour la voiture et 120 pour le train. Donc, si on fait une somme, 2089 € pour la voiture, 285 € pour le train. Et donc ça, c'est quelque chose de très parlant, parce que quand on dit ça aux gens, ils disent mais c'est pas possible. Et si on leur détaille le calcul, ce que je n'ai pas le temps de faire ici, mais vous pourrez le vérifier, si on détaille le calcul, les gens sont effarés par ce qu'ils sont capables de dépenser pour la voiture, mais c'est indolore, ça se fait petit à petit. Qui est capable de dire combien a coûté son dernier plein, combien a coûté son dernier train de pneus, combien a coûté la dernière révision de sa voiture, etc., etc., et d'additionner tout ça. Bon, alors donc voilà. Alors après, on peut rester sur la voiture. Il ne s'agit pas d'éliminer la voiture, et on se dit comment on peut avoir de nouveaux usages de la voiture. Alors immédiatement, on pense au covoiturage. Le covoiturage, ce n'est pas une panacée aujourd'hui. Ça représente d'ailleurs peu de choses dans les mobilités françaises, et c'est beaucoup lié à la distance. En fait, les observations, les mesures montrent que c'est quasiment une loi mathématique. La probabilité de faire du covoiturage augmente avec la distance et augmente en fonction des pôles générateurs de flux, par exemple Paris et Lyon. Et donc, en fait, si vous regardez la carte des flux de covoiturage français, eh bien, vous voyez que vous avez un covoiturage là où il y a le plus d'offres de transport, là où il y a le plus de population. Et donc, en fait, le covoiturage, il marche surtout à longue distance sur les grands axes. Il marche aussi sur une population assez jeune. Hein, et ça décroît très vite ensuite, dès que l'âge avance, où on n'a plus ces habitudes de covoiturage. Alors après, d'autres formes d'usage de la voiture, c'est l'autostop participatif. De nombreux territoires ruraux se sont lancés dans ces systèmes d'autostop participatif, et c'est quelque chose de très intéressant. Donc c'est un autostop encadré par des collectivités locales où on met en place des itinéraires balisés, où on met en place des sortes d'abonnements, où il y a une sorte de participation citoyenne. Et donc ça, c'est un axe intéressant pour les territoires ruraux. L'autopartage aussi, alors la voiture, jusque-là, ça a beaucoup été un prolongement de la propriété privée dans l'espace public. Donc il y a plein de formes d'autopartage, c'est quelque chose de nouveau, un peu difficile à admettre pour beaucoup de gens. L'autopartage, il peut être familial, il peut être via des sociétés privées ou des collectivités, il peut être associatif. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition sa voiture à d'autres personnes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une voiture est à l'arrêt 95% de sa vie. Et donc on peut en faire autre chose parce qu'elle tient de la place en ville, elle tient beaucoup de place, elle occupe beaucoup d'espace. Et puis, rouler léger. Aujourd'hui, les grosses voitures coûtent cher à l'achat, coûtent cher en fonctionnement, et donc des petites voitures. Alors je vous ai pris deux extrêmes, une grosse BMW, bon, je ne devrais pas faire de publicité, mais et puis une petite Renault qui peut, avec un panneau solaire de recharge, être quasiment autonome pour un coût qui est 5 ou 6 fois moins important que celui de la BMW. Alors après, l'étape ultime, c'est de se séparer de sa voiture. Se séparer de sa voiture, ça veut dire aller vers autre chose, c'est d'autres types de déplacements. Et donc, beaucoup d'agglomérations lancent ce genre de défi, donc prennent des populations volontaires pour tester pendant une semaine, un mois, des expériences sans voiture, et donc avec l'aide, l'appui de ces collectivités pour que les gens tentent de faire une transition. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'issue de ces expériences, il y a toujours un pourcentage assez important, qui peut être de l'ordre de 30%, 35%, qui ne reprennent plus leur voiture. Et ça veut dire que les gens, quand on leur a montré qu'ils pouvaient faire autrement, ils sont capables de le faire et ils le font. Alors ensuite, le vélo. Le vélo, on voit bien qu'il se passe quelque chose dans les villes.
il se passe quelque chose. Donc, il y a plein de formes de vélo. Il n'y a pas qu'une forme de vélo. Il y a d'abord la nécessité de réapprendre le vélo, parce que beaucoup d'adultes ne savent plus faire du vélo, pas au sens de tenir en équilibre, mais au sens de cheminer en ville. C'est quelque chose de compliqué. L'idée aussi de se grouper pour faire du vélo. Et donc, on est plus fort. Donc, il y a l'idée de bus cyclistes, de sorte de ramassage cycliste dans les villes. Et puis, d'utiliser des nouvelles technologies, les Vélib on connaît, le free floating, c'est-à-dire de pouvoir poser son vélo n'importe où dans une ville et puis qu'il soit réutilisé via des applis avec une grande liberté. Et puis les vélos à assistance électrique, et notamment qui peuvent viser tout un tas de populations qui ne seraient pas capables de faire du vélo physiquement parce que c'est compliqué et que certaines villes peuvent avoir de grandes déclivités. La marche, c'est prendre des habitudes dès l'enfance, et des villes lancent ce qu'on appelle des pédibus, parce qu'on s'est aperçu que beaucoup d'enfants étaient conduits à l'école en voiture pour faire des fois 300 ou 400 mètres, 500 mètres. Donc, apprendre ces habitudes dès l'enfance, c'est important. Je peux faire le parallèle avec les déchets. On a appris très tôt aux enfants dans les écoles à trier le verre, trier le plastique, et ils ont eu un rôle d'ambassadeur envers leurs parents. Ça peut fonctionner également pour la marche, et là encore, certaines villes sont pilotes. Également, via toute la signalétique. Vous regarderez la signalétique directionnelle dans Clermont, elle indique des choses, elle indique des directions, elle n'indique pas des temps de marche. Certaines villes ont basculé en donnant non une direction certes, mais aussi un temps d'accès. Et si les gens voient, ben, tiens, ça met 8 minutes pour aller là, ben, tiens, je peux le faire. S'il y a une direction, ils ne vont pas forcément avoir l'idée qu'ils peuvent y aller à pied. Et c'est valable aussi en milieu rural. Les Belges se sont lancés dans de vastes projets de réhabilitation de chemins hors de la voirie routière, avec des temps de parcours, avec des signalétiques, avec des applis. Et donc, je pense qu'on a des vrais modèles à utiliser. C'est notamment dans le cadre de programme Leader Plus. Et donc, ça veut dire qu'en milieu rural, on est capable aussi de faire des choses et de marcher à pied. Et puis, placer le train au centre des déplacements pour favoriser l'intermodalité. Le train, c'est le mode, on l'a vu, le plus économique, le plus vertueux, le plus sûr. Aujourd'hui, il y a une vraie appétence. Il y a en France un peu partout des groupements de population qui réclament des réouvertures de lignes, et notamment dans le périurbain. Et vous voyez, je vous ai mis des exemples autour de Bordeaux, autour de Montpellier, etc. Et donc, il y a une vraie attente des populations pour ce mode de transport. Et notamment, si on le couple avec des nouvelles énergies, et par exemple l'hydrogène est très adapté au transport ferroviaire, et si on le couple avec de l'intermodalité, notamment en périurbain. Et puis, il faut enfin favoriser le fret ferroviaire, et là aussi, il y a une vraie appétence des populations qui font des campagnes, on en entend peu parler dans toutes les vallées alpines, par exemple, qui font des campagnes pour exiger cette transition qui est nécessaire aussi pour passer à un autre modèle. Et puis enfin, pour terminer, donc favoriser le télétravail. La France n'est pas un pays très en avance, alors là je parle hors épisode Covid aussi, mais la France n'était pas, avant l'épisode Covid, un pays très très en avance, notamment par rapport à des pays du nord de l'Europe. Voilà, je vous remercie.